Bonsoir, merci de nous retrouver dans Nous la musique. Aujourd'hui, nous recevons une équipe du pôle régional des musiques actuelles de La Réunion, le PRMA, actuellement en mission à Maurice. L'objectif, préserver la mémoire de la fabrication des instruments traditionnels et transmettre ce patrimoine aux générations futures grâce à un vaste travail d'archives. Pour en parler, nous accueillons Miss Fanny, chef de projet, et Jessica, chargée de communication à la PRMA. Bonjour mesdames. Bonjour à toutes. Avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Nous la musique. C'est un grand plaisir pour nous. Merci de nous avoir invités surtout. De plaisir. Vous faites un très grand travail avec le PRMA pour que le public mauricien puisse comprendre un petit peu qu'est-ce que le PRMA et que fait le PRMA justement à La Réunion. Alors c'est le pôle régional des musiques actuelles et je pense que Fanny est apte à y répondre. On a plusieurs missions en oui. fait. On a des missions d'information, on aide les artistes aussi à travers des dispositifs d'aide à la création des clips ou l'aide à payer des billets d'avion, l'aide à l'export. Mais aussi on a une mission patrimoine donc depuis la création du PRMA en 97. Le but, c'est de préserver la mémoire musicale et de mettre en avant les artistes peu médiatiques, peu médiatisés, et comme ça de transmettre aux générations à venir cette mémoire à travers notamment un label de disques, le label Takamba, pour lequel on a déjà sorti des albums sur l'île Maurice, et maintenant un nouveau projet qui s'appelle la Phonothèque historique de l'océan Indien. Justement, et comment est née justement cette idée de créer une phonothèque consacrée aux mémoires musicales de l'océan Indien? Ça remonte à plusieurs années. En fin de compte, le fait de collecter comme ça sur le terrain, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'archives, aussi bien des archives anciennes comme les disques vinyles, des partitions, des paroles de chansons, des témoignages oraux aussi. Et puis avec toute cette matière, on s'est dit il faut que le public puisse consulter. Donc en 2016, on a écrit ce projet, Phonothèque historique de l'océan Indien. On a commencé vraiment à travailler dessus à partir de 2018 parce qu'il fallait des gros financements et on peut travailler d'ailleurs grâce à l'Union européenne, des fonds qui nous versent. Et le site, on a créé donc un site, une plateforme collaborative parce que nous travaillons avec 7 îles de la zone, Maurice, Rodrigue, Mayotte, les Seychelles, Madagascar, Zanzibar, les Comores et La Réunion. Et donc, à partir de 2021, le site a été créé et maintenant est en ligne. Et au fur et à mesure, nous alimente et nous mettent bonnes archives, aussi bien les numérisations de vieux supports que des collectages de terrain comme nous fait maintenant. Pourquoi Maurice? Pourquoi avoir choisi Maurice pour cette mission? Parce qu'elle fait partie de toutes les îles et puis vous avez des énormes musiciens, des vieux gramounes comme nous dit La Réunion, qui ont un talent fou et qui méritent à ce que ça ne se perde pas. Parce que à l'époque, à 40-50 ans, là, à part le vinyle, n'avait point grand-chose. Et si on veut garder ça pour notre futur et pour la nouvelle génération, pour qu'ils puissent aller collecter, aller regarder ce qui se passait, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est très important. Et je vois justement dans votre mission, il y a aussi le terme mémoire vivante qui revient souvent. Qu'entendez-vous par mémoire vivante? C'est les personnes qui restent là, effectivement. C'est les gramounes, comme on dit nous à La Réunion. C'est les personnes qui sont âgées et qui n'ont plus la possibilité d'être en avant et de transmettre comme il faut. Donc avant qu'ils disparaissent, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de témoignages, aussi bien aussi sur la fabrication des instruments, parce que les bandes jeunes, des fois, elle n'est pas intéressée pour refaire. Mais si jamais les autres ils changent d'avis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, souvent, les autres ils peuvent trouver le banc images et pour refabriquer comme à l'identique, comme à l'époque, quoi. Il ne faut pas perdre ça, en fait, c'est important. Tu sais, je ne sais pas si... je le dis souvent, mais je trouve ça intéressant, quand j'étais jeune. L'ancien temps, ça ne m'intéressait pas. Et avec l'âge, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai envie de savoir ce qui se passait avant. Donc, nous, on se dit, en fait, tout ce travail qui est là, dans 20 ans, peut-être que ton petit-enfant, ton petit-neveu aura peut-être envie de fabriquer un maravan comme à l'époque ou un ravan comme à l'époque. Et ça, il faut le retrouver. Et si on ne garde pas ces mémoires aujourd'hui, comme Fanny fait sur les podcasts, sur les enregistrements, on n'aura pas de transmission. Ou en tout cas, sur l'oralité, certainement. Mais ça va se perdre. Et justement, le collectage que vous faites à Maurice, qui vous avez rencontré ou vous comptez rencontrer justement sur le terrain? Alors, on en a déjà fait quelques-uns. On est au démarrage de l'histoire. On a fait Ménoir,
Damien et Elisa, Ah, les Elisa. deux personnages. Mon Dieu. On a fait, alors vas-y Fanny, aide-moi. Manu Desroches, parce Manu qu'on ne s'intéresse Desroches. pas Manu non Desroches. plus qu'au Gramoun. Oui. On interviewe aussi la jeune génération pour voir comment, à partir du patrimoine, ils font évoluer la musique, la tradition, mais tout en gardant quand même une petite trace de cet héritage. Oui. Et voilà, les jeunes nous intéressent aussi beaucoup parce que, voilà, comme on disait, Manu Desroches, lui, il a quand même une ouverture, plein de métissage dans sa musique, mais il chante en créole, mais il utilise quand même des bases du créole. Il a repris la chanson de Mémoire, Ben des Dames. Qu'il a réinterprété, c'est magnifique. On veut aussi valoriser les jeunes parce qu'ils reprennent cette tradition. Ils la font évoluer et heureusement qu'il y a des jeunes aussi parce que la tradition ne peut pas rester figée. Pour qu'elle vive, il lui faut du métissage. Comment justement votre démarche est réceptionnée par les artistes? Parce que souvent on sait qu'il y a une certaine crainte chez les artistes de peur que leur œuvre soit utilisée à des fins peut-être qu'ils ne comprennent pas. Comment ils accueillent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la phonothèque, en fin de compte, nous paye des grosses redevances à la MASA, à la SACEM. Et à chaque fois que les gens y consultent, il y a une petite partie qui est reversée aux ayants droit ou aux artistes s'ils sont toujours vivants. Ouais. Donc, ça permet aussi de faire vivre le milieu musical. Et c'est un site sur lequel on ne peut pas télécharger. C'est juste de la consultation. Et s'il y a jamais des petits malins qui réussissent quand même à télécharger des affaires, on a des traceurs sur chaque enregistrement, chaque document qui nous permettent de dire attention, là, on a été piraté, là, il faut contacter un tel pour caler les affaires. Donc, en gros, c'est vraiment une protection, une vitrine mise à la disposition des artistes et qui leur permettent d'avoir des droits aussi et de toucher des royalties. Justement, votre mission aujourd'hui, est-ce que ça tient, sachant qu'il y a la technologie maintenant, tout le monde peut avoir accès à TikTok, Facebook, etc. Quand vous présentez ça à des artistes, ils comprennent ou ils se disent non, mais moi-même, je peux le faire sur TikTok? Alors on prend le temps pour le faire. On prend quand même le temps, sachant que ce sont des arts-boutants. Et on prend le temps pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et tu parles de TikTok, mais ils connaissent même pas TikTok. Sur les anciens, ils sont loin de là. Ils sont encore sur des enregistrements à bande. Donc non, on prend le temps de leur expliquer. Et en général, ils comprennent. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de non-compréhension de tous les artistes qu'on est allés voir. Et ces archives seront accessibles gratuitement? Oui, alors sur le site phoi.io, on peut retrouver justement, c'est un site qui est fait en deux parties. Il y a une partie archive où là, on tape des mots-clés et on retrouve les enregistrements de Jean-Claude Gaspard ou de je ne sais quel musicien. Et il y a une partie sur laquelle on tombe au début, une partie éditoriale où on a des articles qui valorisent les instruments ou les musiques, on a des playlists, on a des podcasts, on a des expos virtuelles. Donc ça, c'est un travail qui se fait au quotidien et on essaye d'alimenter. Pour l'instant, il n'y a pas énormément non plus de documents. Là, l'année dernière, on était aux Seychelles, on a commencé à diffuser tout ce qu'on a capté sur les Seychelles. Chaque année, on fait une île. Aujourd'hui, c'est Maurice. L'année prochaine, ça sera La Réunion. Et après, on continuera sur toutes les îles partenaires. Pour le choix des artistes, comment ça se passe? Vous venez ici, vous vous renseignez ou est-ce qu'il y a déjà une recherche que vous faites en amont avant de venir, de voir lui, il mérite, lui, il mérite pas? Alors, c'est un peu travaillé en amont, mais il faut savoir que Fanny, elle a fait ses premières thèses à Maurice. Donc, elle avait quand même déjà pas mal de contacts sur place. Et puis, tu sais, c'est comme partout, c'est de bouche à oreille. Là, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Tu auras peut-être 2 ou 3 numéros de téléphone à nous donner. Et en fait, on fonctionne comme ça. Mais Fanny, quand même, est arrivée avec de bonnes bases. Et sa thèse a été faite à Maurice, quand même. Donc, elle connaît quand même pas mal le milieu. Moi, c'est Marclène Antoine qui m'a tout appris, qui m'a hébergé chez lui, qui m'a présenté tout le monde. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais il n'y a pas de sélection, on va dire. Moi, je m'appuie aussi sur les productions de disques, les vinyles. Donc, je note tous les noms. J'essaye d'avoir des contacts avec la MASA, mais bon, c'est un peu compliqué des fois. Et puis, c'est en parlant. Je vais chez un musicien, je dis, est-ce que tu as des noms à me donner, des gens vraiment qui mériteraient d'être valorisés? Et c'est comme ça. On tisse la toile d'araignée comme ça. Vous qui êtes dans cette mission, j'aimerais vous poser la question. Vous l'avez dit plus tôt, il y a des artistes qui ne sont pas assez médiatisés aussi. C'est pour ça qu'on paie un petit peu ce qu'ils ont fait pour l'île. Quand vous rencontrez ces artistes depuis des années que vous le faites,
Quel est le problème justement qu'ils déplorent? Pourquoi ils ne sont pas médiatisés? Pourquoi ils n'ont pas cet accès aux médias? Pourquoi leurs travaux sont restés peut-être dans des tiroirs, selon eux? Et ben, Ce qu'ils ont confié. c'est à toi que je poserai la question, parce que c'est vrai que souvent ça nous revient, mais pas forcément sur Maurice, hein, je pense que c'est tout sur toutes les îles, où vraiment les médias ne jouent pas le jeu. Ça devient pas intéressant, c'est pas assez monétisé, c'est pas assez... On connaît le problème, il faudrait que les médias s'y mettent et trouver... et comprendre qu'en fait, l'importance, c'est quand même vos artistes, et les mettre en avant. Et souvent, nous mettent, comme partout, ceux de l'extérieur plus en avant que les nôtres. Donc le constat est le même sur toutes les îles, c'est que les artistes locaux ne sont pas assez mis en avant. Et ils ont besoin de ça aussi, les artistes, pour pouvoir avancer et pour pouvoir crédibiliser un petit peu ce qu'ils font. C'est ça qui donne la force aussi aux artistes dès qu'ils sont médiatisés, que ça soit à la télé, à la radio ou être dans une playlist de radio régulièrement, parce qu'ici à la MASA, la Réunion, la SACEM, voilà, qu'ils aient au moins des sous en fait pour qu'ils puissent avancer, monter d'autres projets, faire d'autres albums, et ça joue pas trop le jeu quand même, hein. Et puis, il faut voir aussi que l'artiste, il ne peut pas tout faire lui-même. S'il a un manager, c'est son rôle de faire cet éclairage sur son artiste. Parce que l'artiste, il travaille beaucoup, il compose, il doit jouer, Voilà, chacun a son rôle. Et en fait, on manque de managers, on manque de personnes formées en ce sens. Et après, c'est vrai que y a des artistes qui réussissent aussi à s'en sortir parce qu'ils sont subventionnés par la MASA, par les sociétés d'auteurs, par certains lieux, voilà, et il faut savoir se vendre en fin de compte, et ça c'est le rôle d'un manager. Et justement, depuis votre arrivée, je sais que vous venez d'arriver, vous avez rencontré Menoy, Damien et Lisa. Est-ce qu'il y a peut-être une des rencontres que vous avez un peu plus marqué, des choses que vous avez découvertes qui ne sont pas peut-être accessibles sur le net parmi ces deux grands de notre scène? Alors, accessible sur le net, Ménoir, on fait pas suffisamment d'éclairage sur ce grand monsieur. Pour moi, c'est le griot pour moi de cette île. C'est vrai qu'il a tellement eu une expérience magnifique et voilà, il est des fois plus considéré à l'extérieur que sur l'île Maurice. Il a fait dernièrement un projet avec Paris et des artistes de la Réunion aussi. Il a été médiatisé, mais c'est toujours à l'extérieur. Et je pense qu'on prend pas suffisamment en compte ce fait-là. Ménoir reste quand même quelqu'un d'âgé et quand il va partir, tout le monde va dire c'était un grand. Si on savait. Et on peut jamais prévoir quand est-ce qu'ils s'en vont. Et il faut pas avoir de remords, de regrets par rapport à ça. Et il faut tenir compte de ces arcs-boutants tant qu'ils sont encore là. C'est plus facile à dire qu'à faire peut-être, mais en tout cas il faut pas avoir de regrets. Et il a eu un talent ouf. Il s'est livré à nous, il s'est livré à Fanny. Alors il a joué, mais il a encore, même à 70 ans, il a encore un talent fou, il peut encore tenir des scènes. Moi j'en ai eu des frissons, comme il dit à La Réunion, cap. On a eu des frissons et il joue du Maravani. C'est un dieu. Et ça, il faut que la Maurice prenne conscience que vous avez de l'or, en fait, en artiste. Et la mission à Maurice, ça a démarré quand et ça termine quand? Alors, la mission, on est arrivé le 10 juillet et on repart le 10 août. Un petit mois, mais intense. Et puis, le but, c'est de produire des vidéos, au moins une dizaine, sur la fabrication, sur le jeu des instruments, sur les répertoires aussi, sur le Sega moderne, Sega typique, sur le Ségué, enfin valoriser aussi les répertoires musicaux. On doit faire une trentaine, quarantaine de podcasts, d'interviews. Donc ça c'est des petites interviews de 3 à 5 minutes, mais c'est très important. Et puis rédiger des articles, faire une cartographie de où sont les fabricants de l'instrument sur l'île Maurice, pour que les gens puissent au moins prendre contact avec ces gens-là. Voilà ce qu'on doit produire, des playlists. C'est assez dense. Oui, il nous faut quand même bien travailler. On n'est pas là en vacances, on n'a pas beaucoup de temps de répit. On n'a pas mis les pieds à la plage encore, mais ça envoie.
Justement, vous avez parlé de vidéo. Derrière toute la partie vidéo, audiovisuel, il y a Clément, justement, qui s'occupe de cette partie. Clément, c'est notre homme à tout faire, notre MacGyver de la captation audio et vidéo. Il fait aussi toute la partie production après. C'est lui qui fait tous les montages. Donc, c'est quelqu'un de terrain vraiment et qui est tout terrain d'ailleurs parce que il passe partout et il a bien compris comment on travaillait sur le terrain et donc c'est très agréable d'être avec lui. Et peut-être je vais demander à Jessica, vous avez un très grand bagage en termes de journalisme, maintenant vous accompagnez ce genre de projet. Est-ce que c'est une émotion différente que de pouvoir être très proche de ces artistes-là, parler des choses qu'ils n'ont peut-être jamais osé dire? Parce qu'en journaliste, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ah, on est bien d'accord, tu sais de quoi tu parles. Mais là, comment rencontrer ces artistes-là dans ce genre de cadre-là? Est-ce que c'est différent? Alors, je vais te dire un truc, et je vais être super honnête. Je me sens utile depuis que je travaille avec Fanny. C'est pas qu'avant c'était pas utile, mais c'était du divertissement. Oui. On fait rire les gens, on anime une heure d'émission, et là tu te sens utile. Parce que, alors pour en revenir à mon vécu, en tout cas, Fanny, moi je l'ai connue, ça fait pas très longtemps qu'on travaille sur la PHOI ensemble, ça fait quelques mois. Mais moi, je l'ai connue auparavant. J'aime bien parler de cette histoire et je le répète assez souvent. Mon grand-père fait partie du patrimoine musical de La Réunion. Et on connaît quand on était petit, là, Pépé, c'était rien que bouffer à manger. Et je me rendais pas compte de l'histoire, de son histoire à lui, musicale et tout, même si je savais qu'il jouait un peu d'accordéon et tout, mais je me rendais pas compte. Et 14, 15, 16, 17, 20, 25... Franchement, je m'en foutais royalement. Et j'ai rencontré Fanny puisqu'elle a fait du collectage. Et elle a raconté la vie de mon grand-père. Et vers 30 ans ou 30, très jeune. Très jeune. J'ai pu lire ce qu'elle a écrit sur mon grand-père et j'ai appris plein de choses. Et en même temps, Fanny a ce talent et ce don de l'écrire, mais la véritable histoire. Tu sais, qu'en journalisme, on refait l'histoire. On adore refaire l'histoire. On l'arrange, on cut et tout, etc. Et j'ai compris mon grand-père après ça, après le travail de Fanny. Donc, travailler des années après avec elle, je me sens utile. Alors, pour ma fille, peut-être, parce que j'ai une grande fille, enfin, petite pour moi dans mon cœur, mais grande. Peut-être que dans 20 ans, elle aura peut-être envie de savoir, j'ai croisé mes Noirs à La Réunion, c'était qui? Demain, je veux faire du maravan, comment on le fait? J'aimerais bien le faire à l'ancienne. Mais elle aura peut-être 40, 50 ans. Mais au moins, ça sera accessible et gratuitement. Je tiens à le préciser, parce que les gens, souvent, ils ont peur en disant, on va payer, ça va mettre des sous encore. Non, ça sera totalement gratuit. Et voilà, donc pour ta question primaire, c'est je me sens utile. Voilà, je me sens utile. Le patrimoine, c'est quelque chose de magnifique. Et surtout là où on est, nos îles, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses magnifiques. Le Maurice, c'est pas la plage forcément. Oui, malheureusement, on parle que de 6 scènes. C'est ça, c'est pas les hôtels 5, c'est pas que. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est pas l'hôtel 5 étoiles. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Et j'en apprends. Et on connaît, attends, je fais une parenthèse. Je suis venue, je sais pas combien de fois en vacances à Maurice. Et on connaît que ça fait une semaine, c'est le premier dalle pourri, moi, à manger quand même. Et le premier rôti. Avant, non, parce qu'à l'hôtel, on mange pas forcément ça. Là, j'ai l'impression de vraiment vivre la vie à Maurice et comme elle le mérite. Et on a parlé d'utilité, on a parlé de votre travail, on a parlé de vidéo. On aura l'occasion maintenant d'accueillir M. Clément, qui est l'homme à tout faire. Oui, qui va nous parler un petit peu. Alors, l'homme à tout faire, c'est pas l'homme à tout faire, vraiment. Mais en tout cas, au niveau du son, il sait tout faire. C'est quelqu'un de franchement talentueux, on va dire. Et justement, on accueille maintenant Clément en deuxième partie d'émission. De retour dans nous la musique, nous rappelle nous l'accueillons l'équipe de la PRMA qui a Maurice justement pour un collectage d'informations avec nous artistes justement qui nous pas capable de retrouver ce ban d'informations sur le web. Et cette fois-ci, nous accueillons M. Clément. M. Clément, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec la belle équipe de la PRMA à Maurice. J'aimerais vous demander, Clément, avant tout, comment s'est passé l'arrivée à Maurice? Vous avez aimé Maurice? Vous avez eu le temps de découvrir un petit peu? Oui, découvrir Maurice de l'intérieur surtout, ce qui est super intéressant. D'un point de vue, si on est un minimum curieux, c'est toujours mieux de vivre les choses de l'intérieur. Et c'est vrai qu'avec le projet de Fanny et de la PHOI, de la Phonothèque, ça permet d'être directement dans le bain, à l'intérieur même des cultures de l'océan Indien, et c'est super agréable.
je m'estime très chanceux de pouvoir accompagner ce projet en tant que technicien son-image. Justement, filmer un artisan qui fabrique un instrument, ce n'est pas simplement enregistrer une vidéo, on a l'impression que juste tenir un téléphone, c'est tout. Mais non, il y a tellement de choses à capter que cherchez-vous à capturer sur ce moment-là, vous. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant dans la manière dont on capte les fabricants, les facteurs d'instruments et les musiciens, c'est que en fait, on ne cherche pas à modifier l'environnement dans lequel on est. Oui. Il y a peut-être une légère mise en scène parce qu'on cherche un beau cadre, un beau plan derrière, mais on ne va pas chercher à trahir en fait la réalité du fabricant ou du musicien. Donc c'est toujours très intéressant d'essayer d'être au plus juste par rapport à ce qu'il en est en dehors de la captation, pour redonner un peu ce sentiment d'authenticité en fait lors de la captation en son et en image. Il y a des moments où il y a de la rue qui passe, il y a des bruits en fond. On ne va pas forcément chercher à les enlever, bien sûr les atténuer parce qu'on cherche à faire ressortir la voix, tout à fait. Mais sans supprimer en fait cet environnement direct qui est autour de la personne qu'on enregistre, quoi. Et justement, quels sont les défis techniques lorsqu'on enregistre des sons et des gestes qui devront être conservés pendant des décennies? C'est une bonne question. Quels sont les... déjà être au plus proche de la source sonore, ça semble assez important. D'avoir la globalité de l'instrument. Quand j'ai commencé à travailler avec Fanny, l'une des prérogatives, on va dire, c'était de capter les mains, par exemple. Donc, plutôt que les visages, d'ailleurs, c'était ce que Fanny me demandait de faire. Donc il y a vraiment cette dimension d'avoir tout dans l'instrument, toutes les étapes de fabrication, jusqu'à quel type de colle certains facteurs vont utiliser. Donc vraiment essayer d'avoir tout. Voilà, ça c'est... Et moi j'essaye toujours d'avoir les expressions aussi du visage, de remettre de l'humain en fait là-dedans, parce que c'est assez important aussi d'avoir des plans relativement larges autant que possible pour avoir les faits et gestes, mais aussi l'humain, tout simplement, derrière. Justement, vous vous occupez justement de capturer des images, les sons. Je me retourne maintenant vers Fanny pour toutes les personnes qui regardent l'émission, qui sont intéressées par ce que vous faites, qui aimeraient voir un petit peu ce que vous avez collecté jusqu'à présent. Comment faire? Aller sur le site de PRMA. Aller sur le site. Ouais. On a aussi une page Facebook PHOI qui permet de voir tous les 2-3 jours les nouveaux rajouts sur le site de la Phonothèque. Donc on voit les podcasts qu'on met en ligne, les vidéos aussi, et qui renvoient directement sur le site qui est phoi.io. Et donc très facile d'accès. L'année prochaine, on aura une application mobile aussi qui permettra, parce que c'est vrai que c'est un site qui vaut mieux consulter sur un ordinateur, parce que plutôt que sur un téléphone, parce que pour l'instant c'est pas très adapté à un téléphone. Mais l'application mobile permettra de le faire l'année prochaine. Et en tout cas, c'est très simple d'accès. On tape Phonothèque historique de l'océan Indien, on tombe directement dessus, ou phoi.io. Donc, merci pour ces explications, Fanny. Peut-être, j'aimerais vous demander aussi, quand vous êtes venu à Maurice, les deux, première impression, on a parlé de 6 scènes, quand vous avez rencontré les Ménois, les Damien et Elisa, etc., etc. Première impression sur Maurice, notre patrimoine musical. Vous pensez que jusqu'ici, ça va ou on est un petit peu... Quel est mon constat? Mon constat, c'est... En fait, je suis venue il y a très longtemps, il y a 25 ans, vraiment pour faire mes recherches de thèse. Et là, ça jouait de partout. Enfin, j'avais cette impression-là. J'ai cette impression-là, ça jouait de partout. Il y avait encore des grosses familles porteuses de cette tradition vraiment bien ancrée. Et 25 ans plus tard, mon constat est assez amer. En fait, bon, il ne faut pas vivre dans la nostalgie et dans le passé, bien évidemment. Mais je trouve que quand même... On ne fait pas vivre cette musique à la hauteur de ce qu'elle mérite. Et certes, le Sega typique est classé à l'UNESCO, mais justement, je m'attendais à ce que ça rayonne encore plus. Voilà, c'est un constat. Il y a plein de raisons pour cela. Moi, je critique pas du tout ça, mais en fait, oui, moi, je pense... que ça vraiment, c'est pas menacé, mais il faut faire attention quand même. Ouais.
Et quel impact espérez-vous avoir auprès des jeunes générations? On le voit maintenant, la musique, ils le font, télécharge une instru sur YouTube, on va en studio, on recorde dans 5 minutes. Alors qu'il y a tellement de travail derrière avec des musiciens, des instruments fabriqués de chez nous. Quel impact vous aimeriez avoir sur la jeune génération? Chacun a le droit de se tourner vers le courant musical qui fait résonance en lui. Mais c'est vrai qu'on a une identité régionale et pour moi, le meilleur moyen de se faire connaître à travers le monde, c'est de garder cette identité parce que justement, c'est atypique. Qui connaît la Ravane à Paris ou à New York ou je ne sais quoi? C'est vraiment cette identité qui fera que ça apporte un petit plus. On peut jouer du reggae, mais c'est vrai que le ségué a plus de poids, à mon sens, hein, parce que cette langue est belle, parce que ce rythme est particulier et que ça ne ressemble pas à tous les reggae du monde, quoi. Donc moi, je suis vraiment attachée à ce qu'on garde cette identité et à mon avis, c'est ce qui fera qu'on sera le plus reconnu à travers le monde. Je me trouve avec Clément. Ma dernière question pour Clément, finalement, quand on entend tout le projet, c'est plus qu'un travail, c'est une mission finalement que vous menez pour la future génération ou génération actuelle aussi? Certainement, on peut qualifier ça d'être en mission pour valoriser, collecter et sauvegarder tout ça. Et puis il y a aussi le mot passion, quoi. Il faut transmettre la passion. On est tous habités par une certaine passion aussi à ce niveau-là. Et oui, passion et mission, ouais. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence dans notre émission et je vous souhaite encore plus de soutien parce qu'un travail comme ça demande beaucoup de soutien aussi pour pouvoir réaliser. Et merci pour ce travail de collègue. C'est une partie de l'histoire musicale de Maurice et de l'océan Indien que vous préservez pour les futures générations. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de succès dans ce que vous faites. Merci à toi. Merci Fanny, merci Clément et merci aussi à Jessica qui était là plus tôt. C'était nous la musique. Nous finissons cause avec l'équipe de la PRMA qui peut faire un travail de collectage justement contre nous. Donc un travail très important que je vous capable de checker sur le site du PRMA. Pour rendre cette émission-là possible, nous remercions à Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken Oliver Pénélope, Andy Cupidon, Anenden Kamachi et Prithvi Bessessa, une grosse équipe. Et merci aussi à tout le monde qui nous rend nous la musique un succès. Merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express.